À votre avis, maintenant, théoriquement, là, il nous restait 20 minutes de débat. Et normalement, elles sont finies il y a un quart d'heure. C'est 20 minutes. Mais évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. Et j'ai envie de vous renvoyer la question générale. Comment vous pensez-vous que vos organismes, dans vos collectivités, vous puissiez contribuer à mettre les freins en termes de sensibilisation et d'engagement, de démarches concrètes sur le terrain, qui a envie de prendre part au débat. Il y a une première intervention ici. Alors n'hésitez pas à le faire en mode proposition ou réaction à ce que vous avez entendu. Et si vous voulez poser une question aux intervenants qui sont ici, merci d'en indiquer un plutôt que de les renvoyer à tous, ce qui nous permettra d'éviter la multiplicité des réponses et de pouvoir donc comme ça prendre plus d'interventions. Moi aussi j'arrête pour que vous puissiez parler. Juste du coup une petite remarque par rapport. Donc je suis de l'EPTB Somme. Juste une petite remarque pour rebondir sur. Il y a déjà des choses qui existent aujourd'hui et on peut agir dessus. Sur la gestion quantitative, souvent on part sur les consommations d'eau des services au jour d'aujourd'hui, sauf qu'on ne parle pas de rendement. Donc on se projette en disant aujourd'hui sur la ressource en eau, il y a telle ou telle pression des services d'eau potable. Sauf que en face, on se projette sur une population qui évolue et on établit des scénarios sans améliorer ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Et une des pistes que nous, on essaye de mener en termes de réflexion, c'est eh bien, si on améliore les rendements aujourd'hui qui sont de l'ordre de 50 à 55% sur certains secteurs en distribution d'eau potable, est-ce que du coup, il n'y aura pas de problème sur la ressource en eau ? Mais c'est pas aussi un moyen du coup de ne rien engager sur les autres sujets que de se dire qu'on peut agir sur ça? C'est de la provoque exprès. Je ne pense pas. Effectivement, il y a peut-être des leviers qu'il faut actionner ailleurs pour s'adapter. Par contre, ça doit encourager parce qu'aujourd'hui, parler à un service d'eau en lui disant il faut améliorer votre rendement pour avoir des subventions auprès de l'agence de l'eau, ça ne fonctionne pas. Alors que si on lui dit vous êtes dans un territoire qui, si on se projette, désolé, à 2050, parce que l'élu local, ça ne lui parle pas tellement 2100. À 2050, votre territoire sera très tendu, il faudra faire des interconnexions très coûteuses, où ça va générer des autoroutes de l'eau très colossales, avec de la dépense d'argent public qui est quand même importante. Si ça peut être juste résolu par des améliorations du rendement dans les services, ça vaut peut-être le coup de changer ces canalisations. Laure Sambla, FNCCR. Moi, je voulais juste savoir si, au niveau en écho à tous les chercheurs qui sont présents ici, on a des démarches équivalentes sur des prospections du monde économique et au sens très large. C'est-à-dire, aujourd'hui, on s'interroge, nous, au niveau des pressions sur l'eau, en regardant le gisement d'eau et les évolutions qu'il va présenter en termes de disponibilité. Mais est-ce que, regard de la population vis-à-vis et l'agriculture et l'inertie dont on connaît pour changer les pratiques agricoles, on a des études qui font un peu écho au travail que vous faites. Moi, je peux juste dire qu'effectivement, il y a des prospectives, il y a des travaux qui essayent de concilier production agricole, modification des ressources en eau et même amélioration de la qualité de l'eau. Après, c'est ce qu'on appelle les scénarios optimistes. Quelqu'un veut-il rajouter un mot là-dessus ou réagir à la proposition de Madame d'intervenir sur d'améliorer les rendements dans un premier temps? En tout cas, c'est clair qu'on ne pourra pas y arriver sans la contribution du monde agricole. Ça me paraît assez certain. Rien que par la surface couverte par l'agriculture, les solutions passeront forcément par le monde agricole. C'était un petit peu l'idée du 4 pour 1000, même si on sait bien que ça ne va pas suffire. Mais c'est sûr que les solutions passent par le monde agricole. Vous vouliez rajouter un mot, Monsieur Pelt? Oui, sur les rendements, rebondir, parce qu'en fait, justement, les rendements, l'amélioration des rendements, c'est un des premiers leviers qu'on préconise pour s'adapter.
c'est les économies d'eau qui sont derrière, mais il y a plusieurs manières de faire les économies d'eau, dont l'amélioration des rendements. Et à la rigueur, c'est presque celui qui est le plus souvent évoqué, parce que c'est... Enfin, je vais faire un comparatif dans l'autre sens. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tellement de désalinisation en France? Parce que même si maintenant on nous dit que la désalinisation, ça ne coûte pas si cher au mètre cube, malgré tout, ça coûte toujours trop cher au mètre cube, vu les taux de perte qu'on a encore dans les réseaux. Une fois qu'on l'a produit à 1 euro du mètre cube, ben, on en perd une partie et ça augmente, entre guillemets, le coût de ce mètre cube. Et donc, on a toujours un bénéfice à aller boucher les trous. Et donc là, on a une dynamique collective de lutte contre le gaspillage, entre guillemets. On a, nous, des taux, des lignes d'intervention pour accompagner ça, mais on n'est pas les seuls. Et la fiscalité de l'eau aussi qui sert à ça. Et c'est un des premiers d'envisager des mesures dures. C'est des mesures sans regret, jouer sur les rendements. Merci beaucoup. Il y a encore... je vois 2 demandes d'intervention. Y en a-t-il d'autres que je nous projette dans l'avenir 3 du décalage de notre planning? 3 interventions, on va les prendre toutes celles-ci et ensuite ce sera le dernier tour de vos réactions. Et bonjour, Antoine Clausel, PTB des Gardons. Donc, moi je fais partie des territoires amont, donc Cévenol. Et souvent, donc, quand on parle de réchauffement climatique et des mesures qui sont proposées, c'est drastique au point que c'est pas une question d'avancer dans le mur ou quoi, c'est qu'on nous met dans le mur avant l'heure, avant qu'on en ait besoin. C'est que ce qui se passe des fois, c'est on nous dit, les services de l'État, quelquefois, vous voyez, ben, vous prenez plus d'eau, ou vous prenez plus la voiture, ou vous voyez, dans les plans d'urbanisme, on est vraiment confronté à ces trucs-là. Et pour nous, c'est quand même, quand on est dans des territoires ruraux, très ruraux, je veux dire montagneux, on a besoin de pouvoir installer des agriculteurs, on a besoin de pouvoir installer des personnes comme ça, donc ça demande de pouvoir prendre de l'eau, vous voyez. On a besoin d'utiliser les véhicules, Et ce qui est choquant, mais vraiment, j'ai aimé l'intervention de M. Pelt parce que c'était équilibré. Parce que vous avez dit aussi qu'on part sur des modélisations et sur beaucoup d'incertitudes. Mais nous, des fois, vous voyez, on a des scénarios d'incertitude. Et face à ça, on vous dit, ben, vous prenez plus, vous installez pas un agriculteur, vous installez pas un nouveau foyer, et donc l'école ferme. Vous voyez, c'est des problématiques très, très graves tout de suite, les économies qu'on nous impose. Et à côté de ça, il y a des choses qu'on ne fait pas, enfin que je ne vois pas être faites. Il y a ce matin quelqu'un qui est intervenu qui a dit que pour faire 1 litre de bière, il fallait 7 litres d'eau. Et je pense que pour beaucoup de choses dans l'industrie, c'est un peu pareil. Alors pourquoi on ne règle pas le problème de l'obsolescence programmée de la plupart des choses? Vous savez, vous achetez une cafetière ou un truc, des fois vous l'utilisez une fois et c'est mort. Et vous achetez, je sais pas moi, un congélateur ou autre, au bout de 5 ans, il est mort. Mais tout ça, ça utilise de l'eau, ça réchauffe, oui, et beaucoup plus que de prendre sa voiture, ou beaucoup plus, vous voyez ce que je veux dire? Je parle pour les territoires ruraux. Oui. Donc, je crois que des fois, ce qui me gêne, c'est que les mesures qui sont proposées ou suggérées à ce stade sont peut-être pas toujours les bonnes. Et pour les territoires ruraux ou pour les agriculteurs, elles ont un impact qui est lourd souvent. Et à côté de ça, on voit qu'il y a un gaspillage, une société de consommation, bon, on est tous convaincus de ça, qui est vraiment exagéré et sur lequel on ne fait pas grand-chose. J'ai pas l'impression en tout cas. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et s'il y avait des solutions, ce serait peut-être là de regarder déjà cette exagération de consommation, d'arrêter toutes ces choses-là, non? Voilà. C'est peut-être aussi la gestion bassin versant qui. Ça, on le fait, la gestion. Oui, non, mais j'entends ça, bien. Nous, on l'a fait. D'équilibrer. Et puis peut-être que les zones qui sont soumises à des si grosses pressions ne doivent pas être confrontées aux économies qui rendraient les villages dont vous parliez. Enfin, les endroits dont vous parlez, sans pouvoir faire réinstaller de nouvelles personnes. J'en sais rien. Peut-être que nous sur les Gardons, on s'est très bien entendu. On est un territoire qui historiquement est solidaire depuis des générations. Je veux dire, il y a une histoire qui fait que entre l'amont et l'aval, on s'entend, on a su prendre en compte les besoins des uns et des autres de manière très solidaire. Et on sait travailler ensemble. Donc c'est pas au niveau même du bassin versant, on s'entend bien. Et on sait, c'est plus au
des politiques de l'État qui quelquefois nous sont imposées. On a fait une étude des volumes prélevables avec des tas d'incertitudes. Donc nous, on l'a acté au niveau de la clé, etc. Mais les services de l'État, eux, ne regardent pas et boum, nous imposent, nous disent voilà, alors là, vous ne prenez plus. Ok, Vous voyez, il y a des aberrations quelquefois. Voilà. entendu. On prend 2 dernières interventions. Vous êtes en train de bouillir, non? Oui. Oui, oui, Luc Servant pour les chambres d'agriculture. Je rebondis sur les questions qu'il y a eu sur le rôle de l'agriculture, peut-être justement sur le chantier de l'atténuation plutôt au changement climatique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la demande faite à l'agriculture, elle est pas claire à ce sujet. Alors, c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu aussi dans la salle, on se dit l'agriculture a un rôle, c'est peut-être l'activité qui a le premier rôle justement dans l'atténuation pour le captage du carbone et remettre du carbone dans le sol. C'est sûrement avec la forêt peut-être ou les plantations, mais l'agriculture qui a un des plus grands rôles à jouer. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, nous, l'agriculture, c'est vous êtes le premier secteur qui rejette des gaz à effet de serre, c'est dit comme ça, notamment c'est l'élevage, et puis de toute façon, vous êtes des pollueurs et tout. C'est pas dit, le message qu'on entend, c'est pas dire vous avez un rôle primordial à jouer justement là-dedans. Donc je crois qu'il faudrait que ce soit clairement dit, affiché, et puis qu'on nous demande et qu'on le traduise peut-être dans les politiques agricoles en disant, on parlait ce matin des prestations pour services environnementaux, ben, quand vous stockez du carbone, le monde agricole, effectivement, vous avez un intérêt, c'est reconnu par la société. Donc je crois que les choses devraient être claires. Moi je me rappelle, il y a 10 ans, dans la région Poitou-Charentes à l'époque, il y avait un travail de réflexion mis en place justement sur le changement climatique. Je me rappelle, moi, être dans un groupe, on a vu les deux versions. Un premier expert qui nous avait dit il faut remettre de la prairie partout, il faut remettre de l'élevage sur la prairie parce qu'on va stocker du carbone. Et l'autre après qui nous dit attention, l'élevage, oh là là, ça pollue beaucoup, c'est beaucoup de gaz à effet de serre, la viande, voilà, c'est très énergivore. Donc en fait, il faut revenir à des régimes plutôt céréaliers et végétariens. Donc avec ça, avec les deux, effectivement, la demande n'était pas très claire. Tout comme, pour en finir, sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Effectivement, il y a quelques années, je me rappelle en 2007-2012, il y a une flambée des cours, baisse de la production mondiale. On dit voilà, c'est le régime auquel on va être confronté. De toute façon, manque de production et les prix vont flamber, vont être durablement élevés. Ça, on l'a entendu. Sauf qu'après, on s'est aperçu, pendant 5-6 ans, finalement, le réchauffement climatique, ça permet à la Russie de faire 2 ou 3 fois la production qu'elle faisait avant. Et puis finalement, peut-être que sur la production agricole, c'est peut-être pas ce qu'on pensait. Finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, quoi. Donc voilà, on a beaucoup encore de messages assez divergents. Et je crois qu'il faut qu'on ait un message clair à l'agriculture sur le rôle qu'on a, parce qu'à mon avis, il me semble être primordial là-dessus. Merci. Une dernière intervention, et on retourne par ici. Ah, oui. Si vous la faites très court, je ne veux pas vous rendre malheureux, mais il y en avait une tout au fond d'abord. Monsieur. Oui, moi je suis conseiller exécutif à l'Assemblée de Corse, je suis en charge de l'Office d'équipement hydraulique, donc en gros de irrigation agricole et même mixte, puisque nous avons plusieurs barrages. Alors moi je ne vais pas être très loin, on a travaillé avec M. Pelt, notamment sur le plan d'adaptation au changement climatique. La Corse est une île entourée d'eau de mer, je précise, et avec donc un univers confiné qui est donc dépendant d'une ressource avec une particularité quand même importante, c'est que l'été, il y a quand même 2 à 3 millions de touristes. Et donc l'industrie touristique pèse énormément sur la consommation, sur la ressource. Et qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vais aller très vite. En termes de solutions, une des premières solutions à laquelle nous avons pensé, c'est d'abord entre les offices de la collectivité de Corse, l'Office de développement agricole et l'Office d'équipement hydraulique, nous avons convenu de faire des réunions avec toutes les filières agricoles, parce qu'on commence à arroser la vigne en Corse de manière assez importante. Plus de 20% de la consommation de l'eau brute est dévolue aujourd'hui à la viticulture. On a donc proposé au monde agricole, aux diverses filières, puisque l'amplitude de l'irrigation, c'est mars pour les fourragers et l'agriculture qui finit en octobre-novembre, de signer une charte, un engagement du monde agricole. Cette charte, je ne vais pas en parler ici dans le détail, simplement, elle va de la réforme, en quelque sorte, de certains types d'irrigation jusqu'à la recherche universitaire. L'agriculture corse, qui est productive et qui exporte d'ailleurs des clémentines en Europe, a diminué de 20 à 25% sa consommation depuis 3 ans, justement grâce à ces sondes qui permettent d'arroser moins, d'arroser mieux. Je m'arrête là, simplement pour dire qu'on subit
en Méditerranée, notamment en Sardaigne et en Corse, avec laquelle nous avons beaucoup de contacts, ont subi de plein fouet un certain nombre de conséquences de ce réchauffement. Et notre but aujourd'hui, au-delà de présenter ce plan aujourd'hui à l'Assemblée de Corse prochain, pour faire sensibiliser la classe politique, parce qu'il y a aussi, comme disait Madame tout à l'heure, on ne doit pas subir ce changement climatique, on ne peut pas que s'adapter à ce qui vient, il faut aussi à un moment donné anticiper, y compris en termes de consommation. Et alors, je ne parle même pas de rendement, etc. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire passer le mot. Le combat n'est pas agricole, il est sociétal. Et cette charte qu'on a proposée au monde agricole, on doit la proposer aux collectivités et aux industries, notamment touristiques chez nous, qui composent à peu près 30 à 40% du PIB. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière intervention, et je vous demanderai de rebondir sur la première intervention de la dame, et sur les agriculteurs qui disent qu'il faudrait qu'on soit un peu plus clair et arrêter les injonctions paradoxales. Mais d'abord, on va prendre la dernière intervention. Ça sera court, pour faire court, M. Soquet. Donc, je me présente, M. Marco, vice-président d'une intercommunalité pratiquement locale, dans le territoire de Vaucluse. Dans vos calculs de prospective d'ici 2050 concernant la ressource en eau, vous tenez compte du boom démographique ou pas que nous aurons, puisque l'INSEE dit qu'en 2060, il y aura 12 millions de Français en plus, qu'ici dans notre région, il y en aura 850 000, et puis on ne parle pas de ce qui doit arriver derrière, et on s'en doute un peu, vu les bouleversements en Afrique, en matière démographique. Tout ça, est-ce que c'est pris en compte dans vos calculs ou pas? Savant. Dans les calculs que nous avons réalisés dans le cadre du projet R2D2 2050, on avait couplé une prospective territoriale avec toute une modélisation climatique de la ressource. Donc dans cette prospective territoriale, il y avait tous les aspects de la demande en eau qui étaient exprimés, modélisés, et donc il y avait effectivement les scénarios de l'INSEE d'évolution démographique. Donc voilà. Réponse précise. Et il y a deux aspects qui vous concernent. Vous pouvez donc maintenant relâcher la soupape. Rapidement, l'obsolescence programmée, il y a déjà une loi en fait. C'est déjà interdit. Voilà. Donc l'État a fait sa part, on va dire. Et comme on l'a entendu ce matin, déjà appliquer les lois, c'est pas mal. Voilà. Donc il y a une loi. Faire rapidement. Moi, ce qui me gêne dans ce que j'entends, c'est le changement climatique, c'est toujours à cause des autres. C'est un peu comme la qualité de l'air, quoi. Si on demande aux gens, mais c'est à cause des industries, c'est à cause des camions polonais. Ben alors moi, ma voiture, mais non, enfin, elle ne pollue pas, voilà. Donc c'est ça qui me gêne. Alors en France, pour répondre aussi à la question sur l'agriculture, secteur numéro 1 en France, ce sont les transports. Principalement les voitures particulières. Donc ça, c'est vous, c'est moi, c'est nous. On est d'accord? C'est les consommateurs que nous sommes. Deuxième secteur, ce sont les bâtiments. Donc c'est notre façon de nous chauffer, notamment. Troisième secteur, c'est l'agriculture. On est d'accord, l'agriculture est numéro 3. Ça, c'est les premières choses, c'est pour remettre ça en perspective, parce que souvent les gens nous disent « Ah, c'est l'industrie ». Alors, c'est pas l'industrie, elle arrive bien derrière, et je rappelle que l'industrie, elle ne tourne pas pour le plaisir, elle tourne pour vendre des choses à des consommateurs qui achètent. Donc c'est nous qui sommes les sources d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord? Y compris quand on fait de l'import de Chine, parce qu'après on nous dit ah oui, c'est les usines chinoises. Les usines chinoises tournent pour les Occidentaux, elles ne tournent pas pour les Chinois, les usines chinoises. Je rappelle. Voilà. En termes d'agriculture, il y a une séparation assez claire. Alors visiblement, peut-être qu'on n'en fait pas assez état. C'est à la fois l'aspect, on va dire, culture, qui elle est plutôt un puits. Effectivement. Alors, il faut faire attention aux entrants parce qu'on a ce souci-là aussi que par rapport à ce qu'on avait prévu, nous, dans la stratégie nationale bas carbone, aussi, l'agriculture n'a pas baissé autant qu'on se compensait. 1, parce que la consommation d'intrants n'a pas baissé. 2, parce que le cheptel bovin n'a pas baissé autant que ce qu'on pensait. Il est même reparti à la hausse de mémoire. Voilà. Donc, il y a bien ces deux aspects. Il y a l'aspect, on va dire, culture qui, normalement, est un puits, et on a l'aspect élevage. Si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger, 1 kg de bœuf, c'est 1000 litres d'eau pour le produire. On est bien là-dessus. D'accord? Donc, si vous regardez effectivement dans les scénarios possibles du GIEC pour rester sur 1,5 degré, ils nous disent très clairement qu'il faut baisser notre consommation de viande. Effectivement, si toute la planète avait notre régime alimentaire, ce serait encore pire. Donc voilà, il y a plusieurs aspects. Le problème, c'est que c'est pas juste une solution. C'est-à-dire que c'est pas juste... Si on se passe tous d'une voiture, et c'est pas ce qu'on dit d'ailleurs, si vous écoutez bien, c'est plus de voitures thermiques, ce qui n'est pas la même chose. On ne dit pas aux gens d'arrêter de se déplacer.
C'est pas le message. Alors, bon, si c'est ce que vous comprenez, ça veut dire qu'on le dit pas assez bien. C'est bien plus de voitures thermiques, c'est beaucoup d'énergie renouvelable. Et ça, on sait bien qu'en France, l'acceptabilité de l'énergie renouvelable, c'est pas la meilleure au monde. On en est bien d'accord. Et c'est aussi faire des choix différents. Parmi ces choix, il y a d'avoir une alimentation moins carnée et par contre d'avoir plus recours effectivement à tout ce qui est prairie et biomasse pour stocker le dioxyde de carbone. Mais vraiment, le message qu'il faut garder, c'est que c'est nous qui sommes les premiers émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, alors via différents secteurs économiques, mais ce sont donc bien nos choix à la base qui font qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre directement sur notre territoire. Si on prend en compte tout ce qu'on importe, c'est 2%. C'est 2% des émissions mondiales. Voilà. Merci beaucoup. Si on revient sur le sujet de la gestion de l'eau en elle-même, peut-être que la solution au fait, enfin la solution, évidemment, on ne l'a pas en claquant des doigts, à ce sentiment d'être celui qui doit faire le plus ou celui qui est accusé à tort d'être responsable par les autres, c'est peut-être l'exemple de la concertation qui a été évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas